Tous les grands pays de l'automobile ont leur marque de voiture de grand sport. Les Italiens ont Ferrari. Les Allemands, Porsche. Les Britanniques, Aston Martin. Des véhicules d'exception parmi les plus désirables et performants du monde. Des témoignages directs du savoir-faire en automobile de la nation qui les a vus naître. Des machines alimentant le rêve des passionnés, transformant le carburant en adrénaline pure. Mais alors, où est la supercar française? Pourquoi la France n'a pas elle aussi sa fabrique de voitures de sport au même titre que ses voisins? Eh bien aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la marque qui aurait dû devenir la Ferrari de l'Hexagone, le Porsche français. Et comment est-ce que son nom est-il tombé dans l'oubli? Voici l'ascension et la chute passionnante de Venturi, la supercar à la française. L'histoire de Venturi commence avec un voyage. On est en 1984 chez Heuliez, et Gérard Godefroy, un designer automobile, le génie derrière le dessin de la Peugeot 205, se voit attribuer une mission pour le moins atypique. Acheminer une Ferrari Dino 246 GT entre les deux sites de l'entreprise, de Cérizet à Paris. Un trajet de 4 heures au volant de l'une des plus belles voitures du monde, qui va changer la vie de son conducteur. Au volant de cet étalon italien, Godefroy tombe amoureux du son et des sensations que procure le V6. Passionné d'automobile, il vit un rêve éveillé. Alors à son retour, il ne peut s'empêcher de raconter sa merveilleuse expérience à son ami et collègue, Claude Poirot. Les deux hommes sont de la même espèce, de grands amateurs d'automobile. Mais là où l'un est designer, adepte de style et d'émotion, l'autre travaille au bureau des méthodes de l'entreprise, et donc spécialisé dans la production et la précision. Mais malgré leurs différents parcours, leur constat reste le même, il leur faut ces émotions. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils montent sa censure avec deux autres comparses, le projet Valsimo. Ensemble, les 4 hommes réalisent un de leurs rêves les plus fous, designer leur propre voiture de sport. Un modèle qui leur correspond plus que n'importe quel autre, leur interprétation de l'automobile. Leur idée est simple, 2 places, 2 roues motrices et un moteur dans le dos. Une GT propulsion, un moteur central, inspiré par la Dino 246 qui a tant marqué leurs esprits. Godefroy décide d'une carrosserie inspirée par les autos de ses rêves, balançant les courbes majestueuses des Ferrari avec les lignes musculeuses des Corvettes. Sous son crayon et des mains des 4 hommes, née mi-84, celle qui s'appelle désormais la MVS Venturi. Un mélange d'aventure et de noms de savants italiens, témoignage du savoir-faire de ses créateurs en matière d'automobile. Ils exposent ce concept car au salon de l'automobile parisien de la même année, où le coupé attire l'œil des autres passionnés. Et bien que la Venturi ne soit qu'une vitrine du savoir-faire de ses concepteurs, sans réelle prétention, les demandes incessantes des visiteurs et de la presse font naître une idée dans la tête des 4 associés. Et si ce petit projet, né à la base du temps libre de ces hommes dans le garage de l'un, pouvait aller plus loin? Et de cette question démarre l'aventure MVS pour manufacture de voitures de sport, dont le projet Venturi, où le Y s'est désormais transformé en I, serait le premier modèle. Mais créer une marque automobile n'a aucune commune mesure avec la construction d'une maquette. Pour mener à bien ce projet, il va falloir de l'argent. Beaucoup d'argent. Entre alors Hervé Boulan, un grand investisseur passionné d'automobile et séduit par le concept au sein duquel il obtient le poste de PDG. Avec lui et ses talents de négociateur, les investisseurs entrent dans le projet. Et l'aventure du constructeur français peut enfin commencer. L'objectif de Venturi est simple, déloger les rois de la performance, que leur nom soit Ferrari, Porsche ou Jaguar. Mais pour réaliser une telle prouesse, il ne suffit pas d'avoir une belle carrosserie sur laquelle est écrit un joli nom. Il faut un moteur capable de rendre cette voiture aussi rapide qu'elle en a l'air. Pour cette première création, il se doit d'être léger et fiable. Après avoir envisagé quelques autres motorisations, une première proposition utilisant le 4 cylindres 2 litres de la 505 Turbo est faite. Mais pour une supercar, les 200 chevaux d'un moteur en ligne vieillissant dénotent. Il faudra plus de prestige à la MVS pour rivaliser avec sa concurrence. Ça tombe bien car c'est finalement une autre sportive française qui donnera le cœur parfait à la Venturi, en la personne de la Alpine GTA V6 Turbo, habitée par un V6 PRV 2,5 litres de 180 chevaux. De longues négociations et un kit performance plus tard, MVS trouve enfin son noble, fiable et puissant moteur de 200 chevaux pour son premier modèle. Afin de contenir le reste des coûts de développement, le choix est fait de récupérer ici et là des parties d'autres autos pour terminer la voiture. Sont donc récupérées la boîte de vitesse de la Citroën CX, la transmission de la Matra Murena et les suspensions de la Renault 25, qui viennent s'ajouter à de nombreuses pièces détachées formant une GT Frankenstein, la MVS Venturi.
Cependant, construire une bonne voiture est une chose, la vendre en est une autre. Alors, quelle est la concurrence des Venturi à l'époque? La fin des années 80 représente le premier âge d'or des supercars, catégorie dont trône en maître Ferrari avec ses incroyables F40 et 288 GTO. Elles ont pour compagnie les Lamborghini Countach, RUF CTR Yellowbird ou encore Porsche 959. Mais ces autos, parmi les plus performantes de leur époque, ne bossent pas du tout dans la même catégorie que notre petite française. Le premier modèle de la marque, plus modeste, est plutôt en compétition avec des sportifs plus raisonnables, comme la Porsche 944, la Lotus Esprit ou encore la DeLorean DMC12. La concurrence est rude, et se faire une place parmi les géants ne sera pas simple. Car lorsqu'on est encore une jeune et obscure manufacture automobile, il peut être difficile de convaincre les acheteurs. Après tout, pourquoi acheter une Venturi alors que pour des tarifs similaires, on peut s'offrir une voiture avec un badge que tout le monde autour de vous reconnaîtra. Pourtant, malgré ces nombreuses alternatives possibles, le lancement de la Venturi 200 est un petit succès. La marque enregistre ses premières commandes et 6 mois plus tard, les 50 premières Venturi sortent de la toute nouvelle usine de Cholet. Là-bas, les voitures sont fabriquées de manière artisanale, à la main, afin de proposer une qualité de fabrication inégalée par la concurrence. Et cet aspect luxueux, couplé au châssis extrêmement bien né de l'auto, compense largement son léger manque de puissance. La presse spécialisée accueille chaleureusement la nouvelle GT et des points de vente s'ouvrent en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et même au Japon. Maintenant que la marque est en place, il est temps de s'expandre. Premièrement, la nomenclature de la firme et de ses modèles est revue. Désormais, MVS prend le nom de son unique modèle pour devenir Venturi, et au sein de cette marque, chaque voiture portera sobrement le nom de sa puissance. Ensuite, afin d'accompagner le succès du coupé 260, une version sans toit nommée Transcup est ajoutée à la gamme. Elle a pour objectif le marché nord-américain, dont la demande en voitures de sport décapotables atteint des sommets. Les ingénieurs français conçoivent alors une voiture capable de se transformer en coupé, targa ou cabriolet, un concept très en avance sur son temps. Finition exemplaire, confort et performance, en tout point, le but est atteint. Cependant, pour accoutumer ce nouveau modèle, l'usine de Cholet devient trop étroite. Alors, la fabrique est déménagée à Couéron dans un nouvel atelier qui pourra produire jusqu'à 500 autos par an. De l'autre côté de l'Atlantique, la distribution des Venturi passe sous la main du très expérimenté retraité de Floride, Jean-Bernard Lasno. Mais la concurrence commence à se faire rude. Porsche est sur le point de dévoiler sa 993 Carrera RS 3.6. Et Alpine, la nouvelle A610. En conséquence, la Venturi 200 est mise à jour, portant son V6 à 260 chevaux. Cette nouvelle 260 entre sur le marché en 89, accompagnée d'une version allégée et radicalisée nommée Atlantique. Avec ces évolutions, la française peut dignement tenir la dragée haute à ses concurrentes. Venturi se place alors comme une marque plus fiable que les italiennes, mieux construite que les anglaises, mais moins chère que les allemandes. Ok, est-ce que vous savez ce que des marques comme Jaguar, Ferrari ou Porsche ont en commun? C'est le fait que, si vous demandez à quelqu'un au hasard, et même pas forcément intéressé par l'automobile, il connaîtra ces noms. On appelle ça le prestige et c'est exactement ce qu'il manque à notre marque française. Parce que lorsqu'on parle d'automobile de luxe et de performance, avoir une bonne voiture n'est pas suffisant. Il faut que votre marque soit entourée d'un aura qui vous place au-dessus de vos concurrents. Là-dessus, ce prestige peut s'obtenir de deux manières. Déjà, il y a l'histoire de la marque, mais c'est pas vraiment possible ici parce que Venturi pourra pas avoir les 50 ans de légende de Ferrari instantanément. Ou alors, seconde option, le palmarès sportif. Parce que derrière ces blasons d'exception, il y a en fait de nombreux trophées. En même temps, quoi de mieux pour prouver la valeur d'une voiture de sport que de la montrer en train d'écraser sa compétition. Il est temps pour Venturi de prouver sa valeur et de devenir une marque digne. On est en 90 et la marque française débute son aventure en sport automobile. Pour cela, quoi de mieux que de viser le sommet, la Formule 1. Alors que Venturi rachète la petite écurie française Larousse à l'agonie financièrement depuis plusieurs années, l'aventure de la marque dans le sport automobile démarre. Ensemble, ils espèrent emmener l'équipe aux avant-postes et placer le nom Venturi et la France au sommet de la compétition automobile. Mais alors que ce magnifique projet prend forme, le ciel face à lui s'assombrit. On est au début des années 90 et l'automobile est sur le point de connaître une grande crise due à la guerre du Golfe.
C'est un mauvais timing pour Venturi, car lorsque les temps deviennent difficiles, ce sont les marques de luxe et de performance qui souffrent les premières. Le futur de la jeune et fragile Venturi est donc grandement compromis. Sa survie dans la grande mer des supercars semble compliquée. Les ventes chutent, là où la marque française enregistrait un record en 90 avec 174 unités, il n'en sortira que 30 en 92. De plus, l'écurie de Formule 1 Larousse s'avère être un gouffre abyssal. Après 28 millions de francs investis dans l'équipe, seul un triste et unique point est ramené lors de la saison 92, revoyant Venturi à une lointaine 11e place du classement constructeur. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation tourne au cauchemar. Jean-Bernard Lassault, celui qui était à la tête de la distribution de la marque pour le marché nord-américain, est arrêté et emprisonné par les autorités. Car derrière ces apparences d'hommes d'affaires expérimentés sympathiques, se cache en fait un des plus grands trafiquants d'armes de son temps, responsable d'une grande partie de l'approvisionnement clandestin d'armement en Amérique du Sud. Avec son interpellation, l'aventure de Venturi au pays de l'oncle Sam et celui de la feuille d'érable prend fin. Il faut voir la vérité en face, Venturi n'est plus rentable. Face à ce constat, l'un des cofondateurs de l'entreprise, Claude Poirot, se juge responsable et quitte le navire. Venturi, désormais orpheline, va devoir serrer les dents pour survivre. Il faut réduire les coûts drastiquement. En quelques semaines, 30 des 90 employés sont mis à la porte. L'écurie Venturi-Larousse est supprimée après seulement une saison en Formule 1 et le projet Dakar, qui devait voir une 260 modifiée pour les sables courir en rallye raid, est annulé. Heureusement, le nouveau PDG, Yann Dalziel, a une vision. Un moyen de sauver le Gerfaut pour enfin l'emmener à la hauteur des ambitions de ses fondateurs. La F1 n'a pas voulu de Venturi ? Tant pis. De toute façon, il est question de prouver la valeur des supercars françaises et non d'une monoplace à plusieurs millions d'euros. Ça tombe bien car un jeune employé, passé à 2 doigts de perdre son poste de directeur compétition, a eu une idée. Ce type, c'est Stéphane Rattel, celui qui, quelques années plus tard, popularisera les catégories de GT. Mais pour l'heure, son idée s'appelle le Venturi Trophy. Une compétition réservée aux pilotes amateurs et jeunes talents où courront des 400 trophies spécialement conçus pour la piste sur la base de Venturi 260. Des voitures développées en partenariat avec Synergy, possédées par les pilotes mais entretenues par la marque, indéniablement inspirées par la F40. Châssis rigidifié, suspension remplacée et freins carbonés radicalisent la petite GT. Mais le changement le plus visible est indéniablement l'impressionnant kit aéro, remplaçant les pare-chocs et ajoutant un énorme aileron se plaçant au-dessus des ailes élargies. Et au milieu de tout ça, le bloc PRV, cette fois-ci porté à 3 litres, développe maintenant 400 chevaux à l'aide de ses 2 turbos et de son haut moteur revu. Le trophée est lancé en 92 et devient rapidement populaire pour son accessibilité tant d'un point de vue financier que de pilotage. De plus, la grande égalité entre les concurrents est propice au spectacle et sert de vitrine parfaite à la marque française. Venturi propose alors quelque chose d'unique, une saison de compétition complète, clé en main, où tout ce que le pilote a à faire, après avoir déboursé la modique somme de 805 francs, soit 180 000 € aujourd'hui, est de se rendre sur la piste pour courir. Grâce à cette voiture et son format intéressant, le trophée est un succès dès sa première année. Au final, c'est 73 trophies qui sortiront d'usine. Sachant qu'une fois la saison terminée, après que les propriétaires aient construit une connexion profonde avec leur voiture, il aurait proposé de convertir leur trophy en version adaptée à la route. Une manière parfaite de trouver et fidéliser de nouveaux clients tout en prenant en prestige au passage. Mais dans le fond, ce n'est pas suffisant, parce que pour pouvoir dire que vous êtes le meilleur, c'est aux autres qu'il faut se mesurer. On est maintenant en 93 et Venturi s'apprête à attaquer l'endroit où toutes les marques prouvent leur valeur, les 24 heures du Mans. Seulement, pour courir cette épreuve, impossible de se contenter d'une presque sage 400 trophies. Il va falloir à Venturi un vrai destrier fort et solide pour rouler au Mans. Naît alors le projet LM, une évolution de la trophy gonflée pour le double tour d'horloge. Désormais, les termes budget raisonnable et simplicité ne figurent plus au cahier des charges. Il est temps d'être vraiment radical. Le V6 PRV est emmené jusqu'à 480 chevaux. La carrosserie est retravaillée en carbone Kevlar au même titre que les suspensions, freins et boîtes qui font encore un pas de plus vers la performance de pointe. Ainsi naît dans la hâte celle qui s'attaquera la première à l'épreuve Mancel pour Venturi, la 500 LM. C'est avec cette monture que nos Français s'alignent au départ de l'édition 93 avec 7 voitures flambant neuves, dont une est soutenue directement par l'usine. Au volant de cette Venturi officielle est placé un équipage d'élite composé de Jacques Lafitte, Michel Maisonneuve et Christophe de Chavannes. Face à elle, en catégorie C4, correspondant au GT2, roulent entre autres des Jaguar XJ220C, Lotus Esprit S300, Porsche 964 Carrera RSR ou encore des Ferrari 348 LM.
Une concurrence relevée qui servira de baptême de feu à la marque au Gerfaut. Mais l'heure de Venturi n'a pas encore sonné. 24 heures plus tard, 5 des 7 500 LM terminent la course en 8, 9, 11, 12 et 13e place sur les 24 engagés dans cette catégorie. Même si les Venturi sont loin du rythme des leaders, incarnés par les 911 RSR et leur régularité inégalée, elles ont au moins le mérite d'être fiables, ce qui en endurance est absolument vital. De quoi encourager la marque à poursuivre son engagement en sport automobile. Satisfait par ce premier résultat en course, Venturi veut viser plus grand. La marque rejoint dès la saison suivante le championnat du monde de GT, faisant progresser la 500 LM vers la catégorie GT1. Là-bas, il est question d'aller chercher de très gros poissons. Ferrari F40 LM, McLaren F1 GTR, Corvette Callaway ou encore Bugatti EB110 SS, jamais la grille des GT n'a été aussi fournie. Le sport automobile français a un nouveau visage en GT, celui de la Venturi 600 LM. Malheureusement, la décision de s'engager pour la saison 94 est prise tardivement et la marque OV rate la première manche au Castellet pour mettre au point son bolide. Mais malgré ce départ compliqué cette année-là, une 600 LM ramène le premier trophée aux constructeurs français, s'imposant aux mains de Jean-Claude Bassot et Henri Pescarolo aux 1000 km de Paris sur le circuit de Linas-Montlhéry. S'ensuivent des résultats en dents de scie pour Venturi, dont le V6 PRV, poussé dans ses derniers retranchements, montre de grands signes de faiblesse mécanique. La 600 LM termine sa première saison avec 3 victoires et 6 podiums, montant un bilan encourageant pour la marque française qui s'apprête désormais à s'attaquer une seconde fois aux 24 heures du Mans. Ok, petite pause. On va laisser le sport automobile de côté un instant parce que pendant que la marque se démène sur les circuits pour prouver au monde sa valeur, le constructeur français va mal. La Venturi 260 a désormais presque 8 ans de conception et même avec sa dernière variante LM coursifiée, son âge se fait sentir dans les ventes. Venturi doit proposer de nouveaux modèles pour la remplacer. Une nouvelle voiture où modernité et performance sont les maîtres mots. Il est temps de proposer la meilleure GT française n'ayant jamais touché la route. Non, vous savez quoi? Pas juste la France. La meilleure GT de son temps. Quoi de mieux pour remplir cette tâche qu'un splendide coupé à moteur central, remettant au goût du jour le concept si soigné de la première Venturi, avec des courbes fluidifiées et harmonisées. Basée sur l'excellent châssis de la 400 Trophy, une nouvelle fois améliorée, la 300 Atlantique propose une ligne sublime, propulsée par l'éternel V6 PRV Turbo, qui cette fois-ci envoie 281 chevaux aux roues arrière. Des caractéristiques qui font de la plus belle des Venturi une concurrente sérieuse des Ferrari 348 GTB, Porsche 993 et Lotus Esprit. Surtout que depuis la disparition d'Alpine avec l'arrêt de la 610, Venturi est désormais la dernière représentante des GT à la française et se doit de s'en montrer digne. Cette mission, Venturi la prend à cœur, car cette 300 Atlantique, plus moderne, luxueuse et performante, n'est pas la seule nouveauté dans le showroom de la marque en cette année 94. À ses côtés apparaît une proposition plus radicale, plus performante, plus rapide, une véritable supercar, la 400 GT. Reprenant l'exact kit carrosserie du modèle Trophy avec son imposant aileron arrière, c'est précisément 408 chevaux qui propulsent la maigre tonne de la supercar française. De quoi aller taper de la Porsche 993 GT2 et de la Corvette C4 ZR1 avec panache. Venturi s'est désormais placé au niveau du prestigieux blason de la haute mécanique automobile et il semblerait qu'enfin la marque française soit prête à décoller. Mais malheureusement, vous connaissez déjà la fin de l'histoire. À l'aube de la sortie d'usine des 300 Atlantique et 400 GT, une nouvelle crise du milieu automobile secoue Venturi. Cette fois-ci, c'est la récession et le marché immobilier qui sont responsables. Or, les besoins de la marque en cette année 95 sont énormes. Le développement des deux nouveaux modèles, la fin de la production des 260 et l'intense programme sportif en GT alignent les tristes et dangereux zéros sur le bilan financier de la marque. Face au déficit, l'unique banque créancière du projet quitte le navire, laissant encore une fois Venturi dans une situation critique. Récupérée in extremis par des investisseurs thaïlandais, la marque française entame une lente, douloureuse et inéluctable agonie. 15 années après sa création, à l'aube du nouveau millénaire, censé faire renaître l'industrie automobile, celle qui aurait dû devenir la Ferrari française dépose définitivement le bilan. C'est terminé, Venturi est morte.
Gerfaut ne reste que le nom, désormais à vendre. Un rachat par PSA, dernière lueur, permettant au blason de survivre d'une quelconque manière est envisagé, mais n'aboutit pas. Le nouveau propriétaire sera finalement un investisseur monégasque, Guildo Payanka Pastor, qui l'utilise pour fonder un bureau d'ingénierie concentré majoritairement autour des véhicules électriques. La marque, désormais basée en principauté, produira néanmoins quelques modèles de série entre les années 2000 et 2010, malheureusement sans grand succès. Après tout, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Le V fera un dernier sursaut en compétition entre Formule E et record de vitesse, mais malgré le nom toujours fièrement arboré par ceux qui l'ont fait survivre, Venturi est aujourd'hui bien loin de son objectif d'antan. Ainsi s'achève l'histoire de celle qui rêvait de devenir le Porsche de l'Hexagone. Du rêve de quelques passionnés désireux de montrer leur savoir-faire, naquit une marque unique portée par la recherche de performance et de prestige. Les coupés français ont fait bien du chemin pendant leurs 15 ans de vie, entre modèles de série, Formule 1 et Endurance. Elle proposait alors une alternative intéressante aux autres offres de GT, plus fiable que les italiennes, plus performante que les britanniques et bien plus abordable que les allemandes. Mais le mauvais timing, incarné par la fin des années 90 et les quelques mauvaises décisions prises par les hautes sphères de l'entreprise, ont mené à la triste fin que nous connaissons. Venturi laissant derrière elle des modèles uniques représentant parfaitement leur époque et des passionnés dévoués à la mémoire de la marque. Le V restant à jamais l'un des plus beaux SI de l'automobile français, pour celle qui est devenue le temps du décennie, la supercar bleue.